La tempête de neige qui s'abattait sur les vitres blindées du chalet familial à Megev n'était rien comparé au froid glacial qui régnait dans ce salon aux boiseries vernies. Mon père, Charles-Henri, ne m'a pas simplement tendu le chèque. Il me l'a écrasé dans la paume avec la lourdeur suffocante de la pitié. Astérisque. Astérisque. 10 €. Astérisque. Astérisque. Il appelait ça un fonds d'urgence. Un filet de sécurité pour que je cesse de flotter inutilement dans la vie. De l'autre côté de la pièce. Mon frère Nicolas faisait tourner son cognac hors de prix dans son verre. Un sourire en coin. Il m'a lancé qu'il était temps d'arrêter mes petits jeux d'ordinateur et de rejoindre le monde réel. Il pensait sauver une petite fille de la noyade. Il n'avait aucune idée qu'ils insultaient la femme qui possédait l'océan. Je baissais les yeux sur le chèque. Le papier semblait tranchant comme une lame de rasoir. La signature de mon père, cette calligraphie agressive qu'il a posée jadis sur mes bulletins scolaires, avec un soupir de déception, n'avait pas changé. Autour de moi, la chaleur était étouffante. Le chauffage au sol tournait à plein régime pour combattre l'hiver alpin, saturant l'air d'une odeur de cire d'abeille et de parfum Chanel Rance. Ma mère, Béatrice, m'observait avec ce sourire crispé, celui qu'elle arbore lors de ses galas de charité pour les enfants défavorisés. Elle voulait que je pleure. Elle attendait que je m'effondre dans ses bras, en les remerciant de me sauver d'une misère imaginaire. À ses côtés, ma belle-sœur, Sophie, buvait son sein, émilion du bout des lèvres, me scannant comme un projet immobilier qui aurait dépassé le budget et les délais. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Pour un étranger, j'aurais eu l'air paralysé par la honte ou la gratitude. Mais dans ma tête, les engrenages tournaient avec la précision glaciale du code que je compilais chaque jour. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi je revenais dans ce mausolée de la médiocrité bourgeoise. Pourquoi je les laissais me traiter comme un fantôme. Tout ici n'était qu'apparence. Mon père, l'industriel retraité, ma mère, la mondaine, Nicolas, l'architecte visionnaire, et moi. Le bug dans leur système parfait, j'avais appris à me taire. J'avais construit une forteresse de silence. Mais ce soir, le silence n'était pas un bouclier. C'était un piège. Un piège que j'avais tendu pour eux. J'aurais pu jeter le chèque au visage de mon père. J'aurais pu ouvrir mon application bancaire et leur montrer un solde qui ferait passer ce chalet de luxe pour une cabane de jardin. J'aurais pu leur dire que Phoenixia Systems, n'était pas du freelance informatique. Mais l'intelligence artificielle qui empêchait actuellement le réseau électrique européen de s'effondrer sous le poids de la tempête dehors. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'une partie de moi, la petite partie stupide qui voulait encore une famille, avait besoin de la réponse à une seule question. Pouvait-il aimer Camille? Pas Camille la milliardaire. Juste Camille. La fille au pull trop grand, qui avait soi-disant besoin d'aide pour payer son loyer. J'ai levé les yeux vers mon père. Son regard n'était pas bienveillant. Il était impatient. Il attendait son retour sur investissement. Ma soumission. Merci, dis-je, la voix plate, vide de l'émotion qu'il désirait tant. La déception dans la pièce était palpable. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas joué le jeu. J'avais juste absorbé l'insulte et je l'avais neutralisée. Nicolas laissa échapper un rire bref et cassant. Le son d'un homme qui a besoin d'écraser quelqu'un pour se sentir grand. Ne dépense pas tout en jeux vidéo. Camille, dit-il en buvant une gorgée. Quoique, honnêtement, à ce stade, je ne sais pas si tu es qualifié pour faire autre chose. Il posa son verre lourdement sur la table basse, signalant que la partie charité de la soirée était terminée. Place à l'événement principal, son ego. Bon, lança Nicolas en tournant le dos pour s'adresser à la pièce comme s'il était en conférence. Parlons de choses sérieuses. Le projet Skyline La Défense. Il déboutonna sa veste de costume. Un geste de dominance décontracté. Et commença à parler de son héritage. Il ne parlait pas juste d'un immeuble, mais du plus grand projet de réaménagement urbain de Paris pour le prochain siècle. Son cabinet était favori, prétendait-il. Il utilisait des mots comme monolithique et visionnaire, décrivant des tours de verre qui perceraient les nuages. Mes parents le regardaient avec une faim, une adoration qu'ils ne m'avaient jamais offerte. Pour eux, Nicolas était l'architecte du statut familial. Moi, je n'étais que la locataire. J'attendais qu'il finisse son tour d'honneur. Mais il n'avait pas fini.
Il tourna son regard vers moi, son expression s'adoucissant, en ce masque patronisant de grand frère, que je méprisais plus que sa colère. Tout ça, Camille. Je pensais à ta situation avant que papa ne te donne ce chèque. L'argent, c'est un pansement. Ça ne règle pas le problème structurel. Il marqua une pause, attendant que je le supplie pour la solution. Je restais muette. Mon assistant de direction est sous l'eau en ce moment. Continua-t-il d'un ton léger. On a des montagnes de données de conformité pour le projet Skyline à numériser. C'est du travail bête et méchant. Honnêtement, juste prendre des chiffres sur de vieux plans et les taper dans Excel. Mais ça doit être fait. Il fit un pas vers moi, m'offrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je pourrais te prendre comme vacataire. C'est juste de la saisie de données. Mais tu es doué pour taper au clavier. Non? Tu passes tes journées sur ton ordinateur portable de toute façon. Autant te rendre utile. L'air quitta mes poumons, de la saisie de données. Il offrait à la fondatrice de foi, Nexia Systems, la femme qui avait écrit le code optimisant actuellement 40% du fret maritime mondial et la distribution électrique de l'Europe de l'Ouest. Un job pour taper des chiffres dans un tableur parce qu'elle savait taper. C'était une insulte si précise. Chirurgicale, qu'elle en forçait presque le respect, avant que je puisse répondre. Sophie intervint depuis le canapé. Lissant sa jupe en soie, tu devrais vraiment y réfléchir. Camille, j'ai regardé ton profil LinkedIn l'autre jour. Et franchement, c'est le désert. Tu as un trou de 3 ans depuis que tu as quitté ce poste en informatique. Dans les RH, on appelle ça une mort professionnelle. Même un rôle de saisie prouverait aux futurs employeurs que tu es. Employable, l'indignation montait dans ma gorge comme de la bile. Il ne me voyait pas seulement comme un échec. Il me voyait comme brisé. Dehors, la tempête ensevelissait les Alpes, gelant les lignes à haute tension. À l'intérieur, les gens qui partageaient mon ADN essayaient de m'ensevelir sous leur pitié. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils s'inquiétaient de mes trous sur LinkedIn. Les systèmes que j'avais bâtis étaient la seule chose qui empêchait l'infrastructure du pays de s'effondrer. Je regardais Nicolas, puis Sophie. Je forçais un petit sourire serré. Je vais y réfléchir. Dis-je. Ça a l'air d'être un fichier Excel très important. Nicolas hocha la tête. Satisfait. Il pensait avoir résolu le problème Camille. Il se retourna vers la baie vitrée, regardant la neige tomber, ignorant totalement que le blizzard n'était pas la seule force de la nature sur le point de dévaster sa vie soigneusement construite. La télévision, un écran géant de 85 pouces au-dessus de la cheminée, diffusait en boucle des publicités de Noël. Mais soudain, l'image sauta, les graphismes joyeux disparurent. Remplacés par le bandeau rouge urgent d'une édition spéciale de BFM Business, la milliardaire invisible, la fondatrice de Nexia dévoilée. Le texte blanc semblait vibrer sur l'écran. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. 1 fois, 2 fois, puis un bourdonnement continu. Mon équipe de relations presse avait perdu la bataille pour garder mon anonymat. Nicolas fut le premier à remarquer. Il s'arrêta au milieu d'une phrase, son verre à mi-chemin de sa bouche. Nexia, marmonna-t-il, c'est pas l'IA de gestion logistique? Mon téléphone, ordonna mon père. La voix du présentateur remplit la pièce. Rapide. Urgente. Confirmation exclusive ce soir concernant la direction mystérieuse derrière Nexia Systems. La firme d'intelligence artificielle créditée pour avoir évité l'effondrement total du réseau électrique européen. Durant la tempête historique de cette semaine, l'écran montra un graphique des flux d'énergie se stabilisant en temps réel. Des flux optimisés par le code que j'avais écrit sur ma table de cuisine il y a 3 ans. Pendant des années, les experts ont spéculé sur l'identité du fondateur. Surnommé l'architecte, ce soir, nous pouvons confirmer que l'entreprise est détenue à 100% par une Française de 29 ans. La pièce devint silencieuse comme une tombe. On n'entendait plus que le vent hurler dehors et les battements calmes de mon cœur. Camille Dubois, finit le journaliste, ma photo de l'album de fin d'année du lycée, celle que je détestais, apparue à l'écran à côté d'une photo volée récente de moi, sortant de mes bureaux à la Défense. Des sources proches du dossier confirment que mademoiselle Dubois, qui conserve l'intégralité du capital, vient de rejeter une offre d'acquisition de 1,5 milliard d'euros de la part de Google.
déclarant qu'elle souhaite garder Nexia indépendante pour garantir la sécurité des infrastructures critiques. Ma mère laissa échapper un hoquet, comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Sophie lâcha son verre de vin. Il heurta le tapis perçant avec un bruit sourd, le liquide rouge s'étalant comme une tache de sang. Mais personne ne bougea. Ils étaient pétrifiés, les yeux rivés sur l'écran où un expert financier expliquait maintenant l'ampleur de ce que j'avais bâti. Ce n'est pas juste une licorne technologique. C'est un moteur de survie. Camille Dubois n'a pas juste bâti une fortune. Elle a bâti le système nerveux du monde moderne. Je les regardais regarder l'écran. Je regardais la réalité d'un monde sans pauvre Camille les submerger. Le reportage ne parlait pas de yachts ou de soirées mondaines. Il parlait de survie. Il décrivait un monde où, sans mon travail, les lumières s'éteindraient et les hôpitaux gèleraient. Nicolas se tourna lentement vers moi. Son visage était livide, ses yeux écarquillés, incapable de comprendre. Il regardait de l'écran où mon nom clignotait en lettres valant des milliards, à la sœur à qui il venait d'offrir un job de saisie de données. La dissonance cognitive était presque visible, une fissure traversant sa compréhension du monde. Et 5 milliards. Huchotatil. La valorisation réelle est de 4. 5 milliards. Corrigeai-je doucement. Ma voix trancha le silence comme un scalpel. L'offre de Google était insultante. Je ne souriais pas. Yeneyu pass. J'étais juste assise là. La fille au chômage dans son pull, trop grand. Regardant leur univers basculer sur son axe. L'offre de saisie de données. Le chèque de pitié. Les leçons. Tout cela fut instantanément incinéré dans le brasier de la vérité. Ils réalisaient, dans cet instant gelé, que pendant qu'ils étaient occupés à juger mon silence, j'étais occupée à sauver leur monde. Le silence qui suivit n'était pas de l'admiration. C'était le choc de l'effondrement d'une hiérarchie familiale. Pendant 29 ans, j'avais été l'échec désigné, le pilier qui permettait à tous les autres de se sentir généreux, nécessaires ou supérieurs. Et en 60 secondes de bulletin d'information. Ce pilier s'était brisé. Mes parents n'avaient pas l'air fiers. Ils avaient l'air malades. Mon père me fixait. Non pas comme un parent soulagé, mais comme un petit baron réalisant qu'il parlait à l'impératrice. Leur pouvoir avait toujours dépendu de l'illusion que j'étais petite. Le chèque de 10 000 €, autrefois, symbole de leur aide, semblait maintenant pathétique. J'ai racheté l'immeuble du projet Skyline. Papa, dis-je, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas de votre peur, votre avidité soudaine. Je voulais juste être votre fille. Ma mère tremblait, incapable de réconcilier la version de moi qu'elle prenait en pitié avec la femme à la télé qui dirigeait un empire technologique. Nicolas essayait de lutter. Mais quand les infos révélèrent que son cabinet rival avait remporté le contrat majeur grâce à l'intégration de Nexia, foi ma foi, société, sa confiance s'effondra. La sœur à qui il offrait un SMIC venait de le rendre professionnellement obsolète. Soudain, l'atmosphère changea. Il voulait être une équipe. Il parlait d'unité familiale. Il voulait un accès. Je pris le chèque sur la table, le glissai dans la pochette de costume de mon père et dis « Hardale, tu en auras plus besoin que moi. » Je leur ai dit la vérité. J'aurais tout partagé. Mon succès, mon avenir, mon héritage. S'il m'avait demandé, une seule fois, « Est-ce que tu es heureuse ?» Camille, je suis sortie dans le blizzard, plus légère que je ne l'avais jamais été. Leur chalet ne semblait plus puissant. C'était juste une petite maison, remplie de gens qui partageaient mon passé. Mais pas mon avenir. Ma vraie famille, c'était l'équipe que j'avais construite. La mission pour laquelle je vivais, j'ai démarré ma voiture sans colère, avec seulement une clarté absolue. Parfois, pour survivre, il faut devenir trop grand pour la maison qui vous a vu naître.